Cette vidéo est unique au monde car elle a une caractéristique extrêmement rare. Oui, on a commencé l'écriture pendant le gouvernement Lecornu. Mais quel gouvernement Lecornu? Il y en a tant. D'après mes calculs, entre le début de l'écriture du texte et le tournage de cette vidéo, il y a 15 jours, soit 360 heures, divisé par 14 heures, soit la durée du premier gouvernement. On est donc à 25,71, donc on s'approche du 26e gouvernement Lecornu, à peu près. Je vous ai toujours dit, ce que vous faites avec les chiffres, même moi, j'arrive pas à le faire. Tout ça alors que c'est une vidéo où on va parler des vieux. C'est-à-dire des gens qui sont là depuis longtemps, contrairement à Lecornu. Certains de ces vieux sont même nés sous la 4e, voire sous la 3e République pendant le mandat de président du Conseil super connu, comme Fernand Buisson, Germain Trottoir ou encore Albert Sarraut. Tu les as inventés là? Un seul d'entre eux a été inventé. Saurez-vous trouver lequel en commentaire? C'est bien ça, c'est bien pour le référencement. Les vieux, ils sont de plus en plus nombreux. Mais bizarrement, on les entend et on les voit pas trop. Sauf quand c'est des hommes politiques ou alors dans des pubs pour des montes-escaliers le mardi à 15h. Ils sont très faciles à utiliser. Et puis, je me sens vraiment en sécurité avec la ceinture. Ou alors dans des reportages pour montrer qu'ils sont tristes et qu'ils vont mal. C'est vrai qu'ils sont plus proches de l'arrivée que du départ. Non, ici, je m'ennuie terriblement. Et encore maintenant, j'ai acquis un peu d'habitude, si vous voulez. Alors c'est pas que le sujet de la dépendance et de la fin de vie des personnes âgées n'est pas important. Ouais, notamment sur les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées et dépendantes, il y aurait plein de choses à dire. On pourrait par exemple revenir sur l'enquête de Victor Castanet qui a fait grand bruit. La nourriture était tellement rationnée qu'on voit un demi-steak avec 3 haricots. C'est ça qu'on donnait à manger. Parce que ça coûte cher, parce qu'il faut la rentabilité, Et puis ce qu'on voit, je trouve, encore plus que dans le livre, à l'image, c'est l'odeur. Vous parlez de l'odeur de pisse partout. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler de l'odeur de pisse partout, de Fort Boyard. On va essayer de décaler un petit peu le regard sur la vieillesse, on va vous parler de la vie des vieux. Oui, parce que pour la plupart des gens, c'est pas travail et pas de mort. Il y a quand même quelques années pour la plupart des gens entre la retraite et la perte totale d'autonomie. Dans la majorité des cas en tout cas. En 2023, le journaliste de Libération Rachid Laherech sortait un ouvrage collectif intitulé « Mort avant la retraite », qui relatait le destin de travailleuses et travailleurs issus des classes populaires, n'ayant pas pu profiter de leur vieillesse et de ce temps de repos après une vie de labeur. Lorsque la réforme des retraites est annoncée, j'ai vu plusieurs tweets de gens qui disent moi, mon père, moi, ma mère, et moi, mon oncle, ma tante, est mort ou morte avant la retraite. Et donc, avec cette réforme des retraites, il y aura plus de morts avant la retraite. Mais les personnes âgées, retraitées, plus particulièrement celles issues des classes populaires et qui sont encore autonomes et à domicile, souffrent d'une autre forme de mort, une mort sociale. C'est en tout cas ce que révèle une étude des Petits Frères des Pauvres sortie en septembre dernier. L'isolement extrême des aînés explose. 750 000 personnes âgées sont aujourd'hui en situation de mort sociale. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait dépasser le million d'ici 2030. Une urgence sociale et politique. Ce chiffre est en augmentation de 150% depuis 8 ans. L'association compte environ 2 millions de personnes qui sont isolées de leur entourage proche. Une véritable épidémie de solitude donc, qui ne touche pas toutes les classes sociales de la même manière. Dans son portrait social de 2024, l'INSEE relevait que plus le niveau de vie est élevé, plus le sentiment de solitude diminue. 42% des personnes appartenant aux 20% des ménages les plus modestes se sont senties seules en 2022, contre 24% des personnes appartenant aux 20% des ménages les plus aisés. Je pense que d'être seule, on n'est pas fait pour vivre pas toute seule. Et c'est vrai que des fois, je suis comme un poisson dans un bocal. Je tourne, je vire, je tourne. Je pleure, sans savoir pourquoi, puis je vais me coucher. Et ces personnes deviennent invisibles pour tout le monde, pour la société au sens large, qui ne s'intéresse à elles qu'à la toute fin de leur vie. Oui, et quand on s'intéresse aux personnes âgées, c'est souvent sans leur donner la parole, soit parce qu'elles sont décédées, soit parce qu'elles ne sont plus en capacité de la prendre. J'avais enregistré une conversation avec une infirmière, et je lui disais, maman me dit qu'elle est violentée la nuit. Et votre maman le dit toujours, ça. Donc oui, effectivement, elle le disait toujours, mais ils n'en ont jamais tenu compte. Mais au-delà des cas de maltraitance en EHPAD, les personnes âgées sont mises de côté et isolées, aussi quand elles sont encore autonomes chez elles. Les sociétés occidentales sont vieillissantes et pourtant la vieillesse y est souvent moquée. On le voit avec les blagues, par exemple, sur la canicule qui tue des vieux, comme on peut le découvrir sur le célèbre compte TikTok Humour Fan Sylvie. Faut rigoler, faut rigoler. On s'agace de la présence et des habitudes des personnes âgées dans l'espace public. Ouais, c'est ce que dépeint avec beaucoup de justesse le sketch classique de Groland intitulé Le complot vieux. Des fois,
On a vraiment l'impression qu'ils le font exprès. En gros, le sketch, c'est que les vieux font exprès d'être lents pour emmerder les gens. Ils reçoivent même dans leur oreillette des instructions de la part d'un autre vieux pour savoir quoi faire. Mais pourris-le, fais tomber ton chou-fleur. Pourris-le, fais tomber ton chou-fleur. Oh, pardon. Comme les enfants ou les personnes handicapées, mais pour des raisons différentes, les personnes âgées sont repoussées aux marges de l'espace public. Elles sont considérées comme des obstacles, voire même des nuisances. Quoi la vioque? C'est moi qui paye ta retraite et là tu me casses les couilles. Va mater la télé, va. Ce sont donc plusieurs millions de personnes qui sont mises de côté, à tel point que la question de la vie des personnes âgées, au-delà du sujet de la retraite, elle est un impensé politique. Dans cet ouvrage, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, le philosophe et sociologue Didier Eribon raconte les dernières années de la vie de sa mère. À la fin du livre, il explique que privées du pouvoir d'agir et leur vie derrière eux, les personnes âgées sont non seulement isolées socialement, mais elles sont aussi exclues des grilles d'analyse politique, et même des plus émancipatrices. C'est comme si le grand âge échappait au registre du conceptuel, comme si la plupart des concepts de la philosophie ou de la théorie politique ne pouvaient ou ne voulaient voir ni la vieillesse ni les personnes âgées. À bien des égards, la vieillesse se trouve non seulement socialement reléguée, mais aussi conceptuellement occultée. Comme l'explique Didier Eribon, lorsque nous sommes vieux, nous ne pouvons plus rien changer de ce qu'on a fait de nous, mais l'on ne peut même plus rien changer de ce qui se passe au jour le jour. Et à tout cela s'ajoute la perte d'autonomie dont on vous parle depuis le début, mais aussi les risques pour la santé mentale qui sont en lien avec l'isolement. En effet, la dépression est un problème très important dans cette catégorie de la population. En Europe de l'Ouest, plus on est âgé, plus on a de risques de souffrir de dépression. On passe de 9% de dépressifs chez les 15-24 ans à 13% chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Des chiffres qui sont probablement plus élevés en réalité, puisque ces dépressions sont souvent sous-diagnostiquées. Je pleure, sans savoir pourquoi, puis je vais me coucher. Ah bah c'est une bonne ambiance cet épisode, dis donc tout va mal et on peut rien faire. C'est sûr que c'est pas évident, mais heureusement il y a des gens, des journalistes, des artistes, des chercheurs qui s'intéressent à ces personnes. Ces travaux permettent de mieux comprendre leur vie, leurs problèmes et pourquoi pas de trouver des solutions. Mais attendez quand même la conclusion pour les solutions. Pour l'instant, on va continuer à parler des problèmes. C'est la fête. C'est la fête. Comme avec tout le reste, parler de la vieillesse ou des personnes âgées en général, ça n'a pas trop de sens. Pierre Bourdieu disait « La jeunesse n'est qu'un mot ». Il voulait dire par là que la catégorie sociale du « jeune » n'a que son âge pour point commun, mais qu'elle est traversée par les mêmes divisions que le reste de la société, en fonction du milieu social, du niveau de diplôme, de questions raciales, etc. Et figurez-vous que c'est pareil pour les vieux. Ils n'échappent pas au clivage de classe et au racisme. Dans le rapport au monde médical, par exemple, qui est un monde qui concerne particulièrement les personnes âgées, il y a des grosses différences de traitement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome méditerranéen. Le terme non officiel de syndrome méditerranéen renvoie à une croyance sans fondement scientifique selon laquelle les personnes perçues comme non blanches exagéraient leurs symptômes et seraient plus résistantes à la douleur. En effet, une récente étude réalisée sur plus de 1500 médecins urgentistes montre que, à symptômes égaux, les personnes blanches sont davantage prises au sérieux que les personnes racisées. On n'a pas trouvé de travaux spécifiques à propos du racisme médical sur les personnes âgées, mais on peut quand même faire l'hypothèse que le racisme ne s'arrête pas avec l'âge. Ça peut faire une idée de sujet de thèse si vous arrivez à faire financer ça. Une thèse de sociologie financée, mais pourquoi pas un gouvernement de gauche aussi? Je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas, dès la discussion de politique générale, le Premier ministre. Vous ajoutez à cela les différences de classe, avec des classes populaires qui souffrent de maladies spécifiques en raison de leur parcours professionnel, mais vous pouvez aussi ajouter le sexisme et vous obtenez des très grandes différences de traitement en fonction des personnes âgées. Oui, puis il faut pas oublier le validisme. Le validisme, c'est une discrimination envers les personnes en situation de handicap, et c'est souvent le cas pour les personnes les plus âgées. Selon une étude de la DREES, le service statistique du ministère de la Santé, paru en 2019, plus d'un quart des personnes âgées de 60 ans ou plus déclarent avoir au moins une limitation fonctionnelle sévère. La DREES définit ces limitations comme au moins une impossibilité ou beaucoup de difficultés pour une fonction physique précise, pour une fonction sensorielle ou pour une fonction cognitive. Donc en résumé, ça peut paraître évident, mais un sénateur blanc de 80 ans qui va se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly va pas avoir le même traitement qu'une femme de ménage noire à la retraite qui va dans un hôpital public. Sans déconner. Ceci étant dit, les personnes âgées souffrent tout de même d'une forme particulière de discrimination. C'est ce qu'on appelle l'agisme. De toute façon, c'est toujours pareil. Tout groupe dominé sera toujours la cible de discrimination spécifique. Mais il n'échappe pas pour autant aux autres rapports de domination qui traversent la société. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Sur l'agisme en particulier, il n'y a pas beaucoup de littérature, comme si même dans le champ de la recherche, les personnes âgées n'intéressaient pas grand monde. Que nous qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Heureusement, quelques personnes ont quand même écrit sur le sujet, c'est le cas de la chercheuse Juliette Rennes dans la Revue française de sociologie. Pour elle, l'agisme traverse toutes les strates de la société. L'agisme est conçu comme structurant toutes les dimensions du monde social et pouvant être appréhendé à toutes les échelles d'analyse sociologique.
aussi bien dans des dispositifs institutionnels et juridiques que dans la production culturelle et scientifique, tant au sein d'interactions ordinaires entre les individus qu'à travers des types d'affects négatifs ressentis ou exprimés face aux personnes catégorisées comme vieilles ou face à son propre vieillissement. Dans cette perspective, l'agisme ne saurait être défini uniquement en termes de discrimination. Il peut également structurer des relations de domination fondées sur l'écart d'âge et des processus de ségrégation spatiale et institutionnelle par groupe d'âge. L'agisme est aussi en lien avec une dépossession du pouvoir d'agir des personnes âgées. Didier Eribon décrit très bien ce processus dans son livre quand il raconte comment, avec ses frères, il a décidé d'envoyer sa mère en maison de retraite malgré son opposition et ses pleurs. Sa maladie s'appelait la vieillesse. La maison de retraite serait sa prison. Et elle devait renoncer à vouloir être bien portante et entièrement libre de ses mouvements et de ses choix, puisqu'elle ne l'était plus et ne pourrait plus l'être. Les vieux sont invisibilisés, isolés, dépossédés de leur pouvoir d'agir, mais paradoxalement, ou pas, ils sont quand même soumis aux injonctions de la société. Et oui, même quand on est vieux, il faut être vieux correctement, sinon le capitalisme, il est fâché. Et vous allez voir qu'on va retrouver tous nos bons vieux rapports de domination dans cette histoire. La façon de vivre sa retraite, c'est aussi un enjeu de classe. Et depuis, on s'est incrusté dans le village et on a été surtout très bien accueillis. Et cet accueil fait qu'aujourd'hui, je suis devenu conseiller municipal. Il ira garder l'entrée, mais la stèle, on pourrait la poser, tu vois, à ce niveau-ci. Lui, par exemple, c'est un ancien dentiste. Et il a une façon de vivre sa retraite qui est très commune parmi les classes supérieures. Oui, il a déménagé à la campagne, il est au conseil municipal, mais pas que, il fait plein de trucs. Pour les classes supérieures, la retraite est un moment où il faut être actif. Il faut éviter de faire vieux. Le reportage de France 3 dont on vous a montré des extraits est consacré à ces retraités actifs. Et il illustre très bien une fracture sociale. Parmi les retraités qui nous sont montrés, on n'a pas d'anciens ouvriers. On a des anciens médecins, des anciens enseignants et un ancien directeur de banque. Et cet ancien directeur de banque, il a vraiment le discours type des classes supérieures sur la retraite. On sait qu'on va devoir meubler quand même cette activité à un moment donné, qu'on ne peut pas... je vais employer ce mot-là, la pêche en permanence, quoi. Et les classes populaires, ils sont en mode j'ai bossé toute ma vie, pourquoi j'aurais pas le droit d'aller à la pêche? Chez les ouvriers, les employés, la retraite est plus souvent perçue comme un moment de repos bien mérité après une vie de labeur. On va à la pêche, à la plage, on jardine, on bricole ou même tout simplement on reste devant la télé. C'est ce qu'on peut lire dans un article intitulé « La télévision, analyseur du vieillissement » qui est écrit par le sociologue Vincent Karadec. Alors oui, il y a Karadec dans Kaamelott 2 partie 1, mais il n'y a pas Perceval, parce que Franck Pittiot, il a pas voulu rempiler. Pourquoi? Moi j'ai dit ok pour les extraits de Kaamelott dans l'épisode, mais là tu vas pas faire un laïus dessus non plus, quoi. Allez, Vincent Karadec sur les vieux et la télé. Ceux qui accroissent leur pratique télévisuelle après avoir cessé leur activité professionnelle sans ressentir de culpabilité particulière, voient dans la retraite un droit au repos après une vie consacrée au travail. La télévision constitue alors pour eux une distraction appréciée qui sied à leurs conditions de retraités. C'est un passe-temps, c'est la détente, explique une ancienne employée, Madame Gerfaux, tandis que son mari, qui était ouvrier, indique qu'on est en retraite ou on ne l'est pas. Ça correspond plus largement à des pratiques des classes populaires qui ont l'habitude de laisser la télé en fond toute la journée. Ouais, Didier Eribon raconte que cette tendance s'est amplifiée chez sa mère au moment de la retraite. Depuis que ma mère était à la retraite, et plus encore depuis qu'elle ne bougeait plus guère de chez elle, c'était non seulement sa seule distraction, mais peut-être même sa seule occupation. Les gens, pour employer la langue de l'occupant, on va faire un disclaimer. À chaque fois qu'on explique que telle ou telle pratique est liée à telle ou telle habitude de certains milieux sociaux, en fait, ce sont des généralités. Si ça se trouve, vous avez une tante qui a fait plein de trucs à sa retraite alors que toute sa vie, elle a été caissière. Pour Amazon. Pour Amazon? Ou alors vous avez un trisaïeul qui était PDG d'Internet et qui a passé ses vieux jours devant la télé. Les contre-exemples existent, oui, mais on vous parle bien de tendances et de pratiques et discours dominants. Une tendance que vous avez peut-être pu vous-même observer, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, normalement à la retraite, qui se mettent à travailler. Mais ça, c'est une retraite active contrainte, qui ne concerne que les classes populaires, qui sont en fait obligées de se remettre à travailler, notamment en temps partiel, pour pouvoir continuer à vivre dignement. Après une vie de petit boulot, cette mère de 4 enfants ne se voyait pas finir sa vie ainsi. Elle travaille désormais quelques heures tous les lundis et mardis. Voilà, je suis allée ce matin déjà chez une personne, et là... j'enchaîne sur celui-ci. Donc la perception de la retraite est traversée par des rapports de classe, mais aussi par des rapports genrés. Mais on ne va pas vivre sa retraite de la même façon selon qu'on est un homme ou une femme. Oui, c'est ce qu'expliquent les sociologues Tony Calasanti et Neil King dans la revue Nouvelles Questions Féministes. Ils y écrivent qu'hommes et femmes n'ont pas les mêmes enjeux face au vieillissement. Les femmes cherchent à faire disparaître les marques de l'âge, en se teignant les cheveux, en utilisant des produits cosmétiques ou encore dans certains cas en recourant à de la chirurgie esthétique, pendant que les hommes cherchent à prouver qu'ils sont toujours performants, forts et capables.
On a tous un grand-père ou un père à la retraite qui font des travaux de façon inutilement dangereuse, genre monter en slip sur le toit pendant un orage ou alors allumer un barbecue avec une bouteille de gaz. Oui, c'est ce que décrivent de manière plus scientifique les sociologues Calasanti et King. Quelle que soit leur classe sociale, les hommes parlent également de leur corps en termes de faire, doing, qui se traduit par la démonstration d'une force dans l'exécution de tâches. Ils expliquent comment les pertes à cet égard peuvent conduire à leur marginalisation. Socialement, les hommes sont reconnus comme utiles quand ils subviennent aux besoins de leur famille ou qu'ils sont encore capables de la défendre. Et forcément, avec l'âge, ces deux caractéristiques s'amenuisent. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire, donc le petit récap pour conclure. En dehors de questions relatives à la toute fin de vie, qu'il s'agisse de dépendance ou de maltraitance dans les EHPAD, la question de la vie des personnes âgées est finalement assez peu abordée dans le débat public, et souvent sans elle. Les vieux souffrent de solitude, de dépression en raison de leur invisibilisation et de leur relégation dans l'espace social. Ils sont victimes d'agisme, mais aussi d'autres formes de discrimination qui les concernent particulièrement, comme le validisme. Les retraités, au même titre que tout le reste de la population, sont concernés par d'autres rapports de domination, que ça soit la classe, le genre ou la race. Enfin, la façon dont la retraite est vécue dépend fortement de ces lignes de clivage. Pour conclure, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de nos aînés? Non, pas besoin, c'est bon, Olivier Faure, il a suspendu la réforme des retraites. Ah bah on est sauvés alors. Non, mais plus sérieusement, de vraies initiatives existent pour recréer du lien social. Alors attention, certains tentent de capitaliser sur la détresse des personnes âgées pour essayer d'en faire un business. Non, nous on vous parle pas de ça, on vous parle de personnes concernées qui s'organisent par et pour elles-mêmes. C'est le cas par exemple à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, avec un habitat collectif géré par des personnes âgées. Nous avons apporté tous ce que l'on avait chez nous, hein, et donc ça a été confié à l'atelier. Donc on peut faire des petites réparations, hein. Si besoin est, on peut faire on peut percer, parce qu'on a suffisamment de perceuses. On a des scies sauteuses, donc on peut découper. En gros, l'idée, attention, concept révolutionnaire, c'est de considérer les personnes âgées comme des personnes. Et l'idée, c'est aussi de prendre en compte leurs spécificités, mais aussi les rapports de domination qui traversent toute la société. On a un exemple à Villeurbanne, toujours en région lyonnaise, avec un lieu qui réunit des personnes âgées LGBT+. Moi, je suis gay, j'ai pas d'enfant. J'ai été directeur d'EHPAD, j'ai vu des discriminations et je me suis dit, aujourd'hui, quand on est une personne LGBT vieillissante, on n'a pas trop d'options. Donc moi, j'ai voulu créer un choix pour celles et ceux qui ont une envie de vivre dans la solidarité et dans une communauté choisie pour pouvoir s'entraider et bien vieillir. Alors bien sûr, ces questions restent en suspens. Certaines de ces options sont peu choisies par les classes populaires. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers ici, on doit être 2. Mais ce qui était très drôle, que souvent on s'est aperçu qu'on était souvent dans les mêmes manifs, les grandes manifs, quasiment tout le monde y était. Et l'autre question, c'est celle de la perte d'autonomie qui finit toujours par se poser pour les personnes âgées. Mais là, on revient sur la question des EHPAD et même sur la question du maintien à domicile avec des proches qui deviennent souvent des aidants. Plutôt des aidantes, parce que ce sont souvent des femmes qui s'y collent, comme par hasard. De toute façon, on peut pas parler de ces questions sans évoquer la question des moyens alloués à l'adaptation des maisons ou encore aux aides à domicile. C'est pas avec le budget Le Cornu que ça va changer. Mais quoi qu'il en soit, ces pistes qu'on vous a proposées permettent à quelques personnes de passer une partie de leur vieillesse sans se sentir méprisées, isolées ou mises de côté. Et ça, c'est déjà pas mal. Vous vouliez signer un chèque à votre petit-fils en école de commerce qui ne vient jamais vous rendre visite ? Mauvaise idée. Si vous appréciez notre travail de vulgarisation de sciences sociales et les autres programmes de Blast, n'hésitez pas à nous faire un petit don, c'est comme ça que notre média peut continuer à vous produire du travail de qualité. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Dans les métiers qui sont montrés, on n'a pas de retraités. On n'a pas de retraités. Waouh. Pour les canicules qui tuent des vieux, comme on peut... on la garde, c'est bon. Qui réunit des personnes âgées... Des personnes algériennes LGBT+ âgées. LGBT.